Je m'appelle Bernard Joubert, ce n'est pas un pseudonyme. Je n'ai jamais pris de pseudonyme d'ailleurs, j'ai toujours signé de mon vrai nom. Même quand c'était pour des journaux de bande dessinée érotique, où j'étais le seul à signer d'ailleurs de mon vrai nom. Mais c'est par militantisme ça, parce que j'ai beaucoup écrit sur la censure. Je suis journaliste. Au départ, je voulais être auteur de bande dessinée, et puis je l'ai été pendant, on va dire, une quinzaine d'années. Et le journalisme a pris le dessus, parce que je plaçais plus facilement des articles que des bandes dessinées. Mon premier livre important, ça avait été, premier livre professionnel, c'était Images interdites avec Frémion en 1989, qui a un peu lancé ma carrière de journaliste spécialisé dans la censure, et un petit peu plus particulièrement la censure de la bande dessinée. De quoi parle votre livre ? Alors le livre aurait pu s'appeler Le P dans la BD, ce qui aurait fait mauvais genre dans ma bibliographie. Et puis l'éditeur pensait d'ailleurs que c'était un titre commercial. Et puis il s'est avéré que le mot de flatulence en case, en fait c'est un titre qui parodie un collectif animé par Thierry Gronstein qui s'appelait Animaux en case, un livre sur l'étude des animaux dans la bande dessinée. Donc il y a un petit clin d'œil à Thierry Gronstein avec ce titre. Mon livre parle de la représentation du P dans la bande dessinée des origines à aujourd'hui. Quelle était votre intention en vous lançant dans l'écriture de ce livre ? Je suis un grand amateur de bande dessinée, mais je dois avouer que je ne porte aucun intérêt particulier au P. Il existe des livres sur la 2 chevaux dans la bande dessinée, les locomotives dans la bande dessinée, et ce sont des BD-philes qui aiment les locomotives. Moi, vraiment, le P, non merci, ça ne m'intéresse pas. Spécialement, ça peut me faire rire dans un film. Et en fait, c'est une plaisanterie qui a mal tourné. J'ai fait un jour, dans une conférence à Angoulême, une petite remarque qui a été mise sur Internet, et un directeur de festival qui s'appelle le Fifi Gros, qui est lié avec Groland de Canal+, m'a demandé tu nous ferais pas une conférence, on a une soirée thématique sur le P, et une conférence là-dessus. J'ai fait 20 minutes sur le P et la bande dessinée, ça a beaucoup plu. Alors je me suis dit, faisons ça au Festival d'Angoulême, donc j'ai fait 1 heure au Festival d'Angoulême, et à la sortie de ma conférence, l'éditrice Anne Hautecoeur, qui dirige les éditions Dynamite, la Musardine, m'a dit, pourquoi tu nous en ferais pas un livre ? Voilà, donc d'un gag, un enchaînement de circonstances, l'envie que ça soit... J'adore traiter les sujets marginaux. La BD clandestine, les auteurs dont on ne parle pas par ailleurs. Et personne jamais n'aurait eu l'idée de traiter un sujet aussi méprisable que celui-là. Alors on apprend beaucoup de choses étonnantes dans ce livre, et notamment la première apparition du P en bande dessinée. Alors là, on remonte à la préhistoire du 9e art. Alors, on remonte à la préhistoire du 9e art en allant chercher des choses très anciennes comme les émakis japonais du 15e, 17e, 18e siècle, qui étaient des rouleaux. Alors pour le coup, c'était vraiment des bandes dessinées, puisque c'était des bandes en un seul exemplaire qui racontaient des scénettes avec des images sans texte. Et voilà, il existe plusieurs de ces rouleaux avec des histoires de paix, donc des gens qui par exemple se combattent en se pétant dessus. Ça devait faire rire à l'époque et ça amuse encore aujourd'hui, des siècles après. On en trouve aussi dans les images d'Épinal à la fin du 19e siècle. Le P avait un petit peu de droit de cité à cette époque-là en bande dessinée, et surtout on en trouve dans ce qui peut être considéré comme le premier roman graphique. À l'époque on appelait ça les histoires en estampe. La première bande dessinée publiée de Rodolphe Töpffer, le Suisse Rodolphe Töpffer, qui est en quelque sorte l'inventeur de la bande dessinée, comme le disent Gronstein et Peters dans un de leurs livres. Il y a un P. En fait, il y en avait même 2. Je vous raconte l'anecdote rapidement. C'est un personnage qui veut faire bonne figure, il va dans un bal mondain, et Töpffer avait dessiné ça. Il a un geste malencontreux, tout le monde se bouche le nez, on comprend que le personnage a pété au milieu du bal. Et après, case d'après, de l'air, on veut ouvrir les fenêtres. Et ça, c'est ce qu'il avait dessiné, mais c'est pas ce que les lecteurs ont lu, parce qu'il a fait lire son histoire à des amis qui lui ont dit c'est de trop mauvais goût. Enlève ça. Donc,
Dans la version publiée, il essaye de faire bonne figure et il ne pète plus. Mais il y avait un deuxième P qui n'était compréhensible que c'était un running gag, un gag à répétition, que si on avait connaissance du premier P, c'est-à-dire qu'au moment où il va se coucher, il entend un bruit derrière lui, il se retourne, il n'y a personne, et il songe qu'il faut changer son régime alimentaire. Il n'y a pas d'onomatopée, il n'est pas mentionné qu'il vienne péter, et cet événement un peu bizarre, un gars qui se retourne, il n'y a rien, n'a même pas été compris par les spécialistes de Töpfer, comme j'en ai parlé avec Thierry Gronstein, qui donc a sorti des études sur Gronstein, n'avait pas perçu qu'il y avait un P, le premier P dans la bande dessinée publiée. Alors pour moi, c'est formidable, parce que première bande dessinée, premier P et première autocensure, puisque mon dada de journaliste, c'est la censure. Alors vous montrez dans votre livre que le paix, finalement, est une affaire de mode. Au XIXe siècle, le pétomane fait beaucoup pour sa popularité, et ça se retrouve en bande dessinée. Oui, alors là j'ai dû faire des recherches, parce que j'étais persuadé qu'il y avait eu des bandes dessinées représentant le pétomane, qui a été un grand succès de music-hall à la Belle Époque. Et je connaissais des caricatures de lui faites dans la presse humoristique, mais à cette époque-là, c'est dans la presse humoristique justement que apparaissent des bandes dessinées qui font 5-6 cases sur une seule page, c'est pas des histoires longues. Et en faisant des recherches par Gallica, je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée du 19e siècle, loin de là, mais en épluchant les journaux, à l'époque du pétomane, j'ai fini par trouver quelques occurrences alors ça relève de la satire politique, comme dans Charlie Hebdo aujourd'hui. Voilà, il y a un événement politique et on le traite en bande dessinée, donc on a perdu les clés d'explication, mais le pétomane apparaît avec des hommes politiques de l'époque qui pètent. On comprend mieux une plaisanterie où le préfet Lépine, celui qui a donné son nom au concours Lépine, le préfet de police, avait autorisé la police à utiliser des gaz asphyxiants contre les délinquants. Et alors là, on a sur 8 cases des plaisanteries sur les gaz, et à la fin, le pétomane vient proposer ses services au préfet Lépine. Voilà. Et puis, beaucoup plus actuel, mais ça a été vraiment des décennies après la mort du pétomane, on a fait des biographies évoquant sa carrière. Et alors, il n'y a pas eu de belles histoires de l'oncle Paul consacrées au pétomane, je vous rassure, mais ça a été raconté, non pas en album, il n'y a pas eu non plus des albums entiers qui lui sont consacrés, mais ça a été traité par Lee Mars, qui est une dessinatrice underground, qui avait fait un recueil sur la morve, le roux, la transpiration, et 4 pages sur ce Français, donc célèbre aux États-Unis. Ça représente la France aux États-Unis, qui s'appelait Joseph Pujol, qui a aujourd'hui d'ailleurs une rue à son nom dans la ville où il est né, à Marseille, une gloire locale qui était montée faire carrière à Paris. Alors, le paix fait recette jusqu'à la Première Guerre mondiale, et à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a, le paix devient tabou en BD, et il y a une grosse période où on n'en parle plus dans les bandes dessinées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, effectivement, il y avait, avant la Première Guerre mondiale, quelques occurrences de paix, même dans les publications pour la jeunesse. Pas dans la Semaine de Suzette, pas chez Bécassine, mais dans un journal comme L'Épatant, qui n'hésitait pas à être de mauvais goût, puisque c'est lui qui publiait les Pieds nickelés de Forton. Et dans L'Épatant, il y avait du vomi, il y avait des pissotières, il y avait des alcooliques avec des tronches ravagées par l'alcool, et quelques gags avec des flatulences, peu, mais il y en avait. Et par contre, je ne peux pas affirmer absolument qu'après la Première Guerre mondiale, le paix disparaît totalement de tout ce qui paraît en France, mais
j'ai interrogé tous mes confrères spécialistes de la bande dessinée et personne n'en connaît. Hein. On ne pète pas dans les illustrés de l'âge d'or, le journal de Mickey, Robinson et Hopla des années 30. On ne pète pas dans le Téméraire pendant l'occupation. Et après-guerre, on ne pète pas dans le journal de Spirou, dans le journal Tintin, dans Cocardi, dans Pilote. Il y a rien du tout. Et ça ne revient dans bande dessinée en France que avec une date charnière dans l'histoire de la BD, c'est la création de l'Écho des Savanes en 1972, où dès le numéro 1, Gottlieb, qui avait envie de dessiner du sexe, et qui s'est bien défoulé puisqu'il a été le premier auteur à faire de la pornographie dans l'Écho des Savanes, à partir du numéro 2. Mais dans le numéro 1, c'est encore soft. Par contre, il y a des flatulences énormes, des pètes, des onomatopées qui remplissent un quart de la page. Il va en faire une couverture de l'Écho des Savanes dans les premiers numéros. Mandrika va le suivre également et va faire plusieurs histoires sur le sujet. Il va même faire une histoire, Mandrika, sur la courte vie d'un P. Il ne se passe rien, il y a juste une explosion au milieu de la page. C'est noir au début, une explosion, et c'est noir à la fin. Par contre, Claire Bretéché n'a jamais pété graphiquement dans l'Écho des Savanes, mais je me doute que Bretéché, dans la vraie vie, enfin même si c'était une sainte, devait quand même s'y adonner. Alors pour continuer dans la pornographie, vous parlez de Gottlieb, plus étonnant, dans le livre, on voit qu'il y a beaucoup de paix dans les bandes dessinées érotiques. Alors non, il n'y a pas beaucoup de paix dans les bandes dessinées érotiques, c'est assez rare. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il puisse y en avoir. C'est-à-dire que le P soit utilisé autrement que comme un gag. Parce que c'est un fétichisme rare, mais qui existe. Hein. Ça s'appelle l'éproctophilie. Le terme a été inventé récemment, mais historiquement, on sait, en lisant le Marquis de Sade, que des gens, dans les romans de Sade, demandent à se faire péter dessus. Donc ça existait déjà. Et il s'est trouvé quelques auteurs à utiliser ce motif de façon sérieuse et probablement comme sujet d'excitation pour les lecteurs. Alors, bon, des occurrences éparses, mais il y a un auteur qui l'a utilisé 5 ou 6 fois, alors, donc ça commence à devenir un thème, pas majeur, mais un thème récurrent chez lui, c'est l'italien Roberto Baldazzini. Baldazzini, avec un dessin très élégant, montre des P qui, des fois d'ailleurs, ont des conséquences aphrodisiaques. Hein. On pète dans une salle d'attente et les 5 ou 6 transsexuels qui attendaient partousent. Ou alors, au début de Chiara Rosenberg, qui est un de ses albums, un homme rentre dans une pièce où il y a une femme qui dort à plat ventre sur le canapé et il renifle ses fesses, il trouve qu'il y a une odeur d'ail, pense-t-il, sans la réveiller, et c'est le moment où il va tomber amoureux d'elle. C'est romantique. Alors moins pornographique, vous montrez dans votre livre qu'il y a aussi des super-héros péteurs. Oui, c'est une question que je me suis posée en entamant mes recherches. Est-ce qu'il a existé des personnages de bande dessinée connus, récurrents, qui auraient comme caractéristique de péter tout le temps. Voilà. Donc il y a des super-héros péteurs. Il y en a notamment un qui est vedette dans son pays, pas en France, il n'a jamais été traduit, qui s'appelle Perasmi et qui est depuis des décennies publié en Finlande. Donc si vous lisez le finnois, c'est une bande dessinée humoristique, au départ destinée aux adultes, par un auteur qui s'appelle Kokila, tendance un peu underground au départ. Et puis maintenant, c'est le fils de Perasmi qui est publié pour la jeunesse. Et alors c'est un clochard, au départ, qui mange une boîte de haricots radioactifs, qui se met à péter énormément, et ça lui permet de voler, et il a ce pouvoir de voler ou d'abattre les gens avec ses épées, donc il se déguise en Superman, un peu. Et c'est parodique. J'ai pas connu de super-héros, j'ai pas repéré de super-héros sérieux hein, chez Marvel. Il n'y a aucune occurrence de P. Il y en avait dans les Mystery Men de Bob Burden qui a été adapté au cinéma.
où Pee Wee Herman jouait le personnage du Spleen. Alors c'est des super-héros ringards, hein, ils ont tous des pouvoirs ridicules. Il y en a un qui s'énerve et qui ne fait que s'énerver, c'est son super-pouvoir. Et il y en a un qui donc pète, ça sent mauvais. Et alors ils n'aiment pas l'avoir dans l'équipe, hein. Quand ils vont attaquer les méchants, c'est lui qui s'impose. Aujourd'hui, on voit encore du Pet dans la bande dessinée, et peut-être plutôt dans la bande dessinée jeunesse. Oui, alors, autant il avait disparu pendant des décennies, de 1918 on va dire, à 1972, autant aujourd'hui, dans les publications jeunesse, d'abord c'est devenu habituel, on peut avoir des gags de P chez Titeuf, dans Le Petit Spirou, dans Mortel Adèle, Prout Atomique, un des albums de Mortel Adèle. Alors c'est un P un peu subversif, légèrement subversif, hein. Elle pète et ça plaît pas à ses parents. Mais ce qui est étonnant, alors là on sort un peu du domaine de la bande dessinée, c'est que c'est une niche éditoriale dans le livre illustré pour la jeunesse, quoi. Il y a des collections entières de C'est qui a pété, Prout de Mammouth, Prout de machin, Caca Prout par la fille de Françoise Dolto, quelque chose qui, sans que la censure ne l'impose, serait apparu trop immoral aux éditeurs pour la jeunesse avant, on va dire au XXe siècle, tout simplement, est devenu au contraire quelque chose il est bon de faire lire aux enfants pour leur apprendre, les décomplexer, leur apprendre la vie en société, leur dire qu'il ne faut pas péter en public, mais que tout le monde le fait, et puis ça les amuse beaucoup, ça a un succès auprès des jeunes lecteurs.